On va se plonger aujourd'hui dans un univers assez fascinant, celui de la vente de luxe. Ah oui, un monde avec ses propres codes. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur l'ouvrage Vendre le luxe de René Moulinier et Francis Srune. La mission, en fait, c'est de décoder une sorte de paradoxe. Comment justifier un achat qui, par définition, n'est pas essentiel? C'est ça. Vendre un produit de luxe, ce n'est pas juste une transaction. C'est un art. L'art de transformer un désir en une décision qui paraît, à la fin, complètement rationnelle. C'est toute une psychologie et les auteurs sont parfaits pour ça. On a la théorie et la pratique. Oui, un expert en vente persuasive et un ancien directeur commercial de chez Piaget et Boucheron. On ne peut pas faire mieux. Absolument. Et d'ailleurs, dès les premières pages, il y a un indice qui dit tout. Un simple mot. Oui, le fait qu'il n'utilise jamais le mot vendeur. Jamais. C'est toujours conseiller. Tout à fait. On pourrait se dire que c'est du jargon, un peu chic, quoi. Mais c'est plus profond, non? Ah bah oui, ça change toute la relation. Le mot vendeur, inconsciemment, ça peut activer une méfiance, un réflexe de on va essayer de me vendre quelque chose. On se met sur la défensive. Voilà. Alors que conseiller, ça évoque l'expertise, la confiance, l'idée d'un allié qui est là pour nous aider. Un guide. C'est ça, une posture de service. D'ailleurs, certaines maisons vont même plus loin, elles parlent d'ambassadeur. Ambassadeur, carrément? Et le terme est parfait. L'ambassadeur, il ne vend pas un produit, il incarne les valeurs, l'histoire de la maison, il la représente. D'accord, donc si ce sont des ambassadeurs, il leur faut des qualités qui vont bien au-delà de la technique de vente classique. C'est exactement le point du livre. La personnalité prime sur la technique. Et quel genre de personnalité, du coup? Il parle d'extraversion, le fait d'être outgoing, d'aller vers les autres, le charme aussi, la fierté pour la marque. Mais la qualité numéro une, la pierre angulaire de tout, c'est la générosité. La générosité. Oui, C'est surprenant. Dans un monde de business, on ne s'attend pas à ça. oui, mais attention, ce n'est pas une générosité matérielle. On ne parle pas d'offrir des cadeaux. D'accord. C'est une générosité du cœur, une envie sincère de faire plaisir. Les auteurs citent un principe psychologique très fort. L'être humain résiste mal au bien qu'on lui fait. Ah, c'est bien eu. L'idée, c'est de ne pas penser à la vente tout de suite. L'objectif, c'est que la personne qui entre dans la boutique passe un moment exceptionnel. En faisant ça, on s'aime pour l'avenir. Même si elle n'achète rien le jour même. Surtout si elle n'achète rien, l'expérience positive reste. Et ça crée une sorte de dette émotionnelle positive. L'envie de revenir. Et il y a cette anecdote dans le livre qui illustre ça parfaitement. L'histoire du concierge à Bangkok. Ah oui, excellente. Un client demande s'il peut trouver des magazines français. Le concierge, il nous dit pas juste oui ou non. Il part en mission, il les trouve et il les fait porter dans la chambre du client avec un mot. Bonne lecture. C'est un exemple parfait. Et la morale de l'histoire, c'est que chaque employé a une petite avance d'argent pour prendre ce genre d'initiative. Sans demander d'autorisation. Exactement. Et le directeur de l'hôtel conclut en disant: les meilleurs services ne sont pas les plus coûteux, mais les plus inattendus et immédiats. C'est ça la générosité en action. D'accord, donc pour justifier l'irrationnel, on crée d'abord un climat de confiance totale. Mais j'imagine que cette confiance se bâtit avant même de parler. Ah oui, totalement. On touche au deuxième pilier, la communication non verbale. L'apparence, la posture. C'est ça. Le livre a une formule géniale. La façade appartient à celui qui la regarde. Autrement dit, on s'habille pour l'autre. L'apparence doit incarner la promesse de la marque. Et les conseils sont d'une précision redoutable. Pour les femmes, c'est chic, strict et classique. Le tailleur en référence. Et surtout, la séduction est exclue. Pas de décolleté, pas de mini-jupe. La féminité s'exprime dans la subtilité, les accessoires. Et pour les hommes, c'est la même logique d'élégance discrète. Le costume sombre, les détails. La pochette, le nœud de cravate, les chaussures parfaitement cirées. Chaque détail compte. Il y a même cette règle de l'écrivain Paul Morand qui est citée, ça m'a fait sourire. Pas de chaussures marron passées 17 heures. C'est très daté, mais ça illustre bien l'idée. Justement, ma question c'est, aujourd'hui, est-ce que ce genre de code un peu rigide, ça fonctionne encore? Est-ce que ça ne peut pas paraître un peu archaïque? C'est une très bonne question. Et la réponse est nuancée. Bien sûr, certaines marques plus jeunes sont plus souples, mais la philosophie reste valable. C'est-à-dire? Le but n'est pas d'être à la mode, mais d'être intemporel. Quand un client va dépenser une somme énorme, il a besoin d'être rassuré. Cette ténuque impeccable, c'est un message subconscient. Qui dit, ici, rien n'est laissé au hasard. Votre investissement est en sécurité. C'est un uniforme qui efface la personnalité du conseiller pour mettre en avant celle de la marque. Exactement. Le sourire n'est pas vu comme de la mièvrerie. C'est un signe de force.
Ça montre une assurance tranquille. Et le regard? Le regard, c'est la fenêtre de l'âme. La clé, c'est de s'adapter. Si le client a le regard fuyant au début, on ne force rien. Il est en train de s'imprégner du lieu. Voilà. Mais dès qu'il cherche le contact, il faut le lui rendre. C'est le signal que la relation humaine peut commencer. Ok, donc le décor est planté. L'ambassadeur est parfait, il a créé un cocon de confiance. Maintenant, on entre dans la tête du client. C'est là que ça devient intéressant. C'est le cœur du réacteur. Le livre décrit ça comme une tension permanente entre deux forces. Le désir et la peur. Exactement. D'un côté, un désir immense, nourri par la pub, le prestige, et de l'autre, la peur. La peur de se tromper, de regretter, de dépenser pour rien. Et tout l'art du conseiller, c'est de jouer avec ça. Attiser le désir et en même temps anéantir la peur. Et pour y arriver, ils font une distraction que je trouve capitale entre convaincre et persuader. C'est la nuance fondamentale. Convaincre, c'est essayer d'imposer ses propres arguments. C'est un rapport de force. Le livre cite Lévinas, dans Convaincre, il y a vaincre. On veut prouver qu'on a raison. C'est ça, et ça crée de la résistance. Alors que persuader, C'est plus subtil. c'est une danse. On s'appuie sur les raisons, les émotions et les motivations du client lui-même. On l'aide à trouver en lui les raisons qui justifient son achat. On l'amène à se vendre le produit à lui-même en quelque sorte. Id. Et ça touche à la motivation la moins avouable de l'achat de luxe. La vanité, l'affirmation de soi. Bien sûr, personne n'avouera acheter une montre à 10 000 euros pour impressionner ses collègues. Non, on va parler de la qualité, du savoir-faire, de l'investissement. Des arguments nobles. Le bon conseiller entend ça, mais il répond à la motivation cachée. Il ne va pas dire «ça vous donnera l'air plus important», bien sûr, Non, ce serait catastrophique. mais il va utiliser un langage qui valide le statut. Le livre donne des exemples, c'est presque un manuel, des phrases comme «c'est un choix d'exception qui vous ressemble». Ou «c'est vraiment vous». Et le plus simple, mais le plus efficace, faites-vous plaisir. On ne vend pas un objet, on vend une validation, une récompense. On transforme une dépense en une récompense méritée. Voilà comment la peur disparaît. Alors concrètement, au moment de présenter l'objet, comment ça se passe? C'est une mise en scène, j'imagine. C'est un véritable rituel. Les auteurs parlent du cérémonial de la présentation de l'objet. C'est théâtral. On sacralise le produit. Tout à fait. On ne sort pas une bague comme ça, on enfile des gants, on la pose sur un plateau, on la sort de son écrin avec une lenteur calculée. Chaque geste compte. Chaque geste communique la préciosité de l'objet. Et il y a cette technique brillante de séparer l'image et la parole. Ah oui, ça c'est très fort. C'est une séquence très précise. D'abord la parole. Le conseiller décrit l'objet sans le montrer pour créer l'attente. C'est une création qui a demandé 200 heures de travail. On stimule l'imagination. Exactement. Ensuite, deuxième temps, le silence et l'image. Il dévoile l'objet et il se tait. Il laisse le choc esthétique opérer. L'émotion pure sans être parasité par des arguments. Voilà. Et seulement après ce temps de contemplation, la parole revient pour commenter, raconter l'histoire de l'objet. C'est là qu'on romance le produit. C'est central. On n'achète pas une montre, on acquiert une création horlogère, on raconte l'histoire de la marque, l'inspiration, les matières. Ça donne une âme à l'objet. Et c'est plus facile de justifier l'achat d'une œuvre d'art que d'un simple produit. Bien sûr, ça charge l'objet d'une valeur qui dépasse de très loin sa valeur matérielle. Mais même avec tout ça, il reste le moment critique, l'objection. Sur le prix, le style, comment on gère ça sans briser la magie? L'approche de livre est de ne jamais voir l'objection comme une attaque, mais comme un signal. Un appel à l'aide. Oh oui, c'est le dernier sursaut de la peur du client. Il ne dit pas non, il dit rassurez-moi encore. Et la méthode est en 3 temps. D'accord? D'abord, accepter, ne jamais contredire. Si le client dit ce bijou est un peu imposant, on répond je comprends. C'est vrai qu'il a beaucoup de caractère. On reste son allié. On ne crée pas de conflit. Et la deuxième étape? Traité. On propose une nouvelle perspective. Et c'est peut-être ce caractère exceptionnel qui le rend si unique. On retourne l'objection en argument. On recadre le défaut en qualité. C'est ça. Et enfin, troisième étape, Progresser. On l'invite à se réengager avec l'objet. Je vous propose de l'essayer une dernière fois, juste pour le plaisir des yeux. On désamorce et on revient à l'émotion. c'est la touche finale pour neutraliser la peur. Donc, si on récapitule, vendre le luxe, c'est Une chorégraphie, une danse incroyablement subtile. ça. Ça part d'un ambassadeur qui bâtit la confiance, qui gère la psychologie du client avec persuasion et qui présente l'objet comme une œuvre d'art.
Au fond, la vente, ce n'est que la conclusion logique d'une expérience humaine parfaitement maîtrisée. Tout à fait. Ce que le client achète, c'est l'expérience, la reconnaissance. Le produit est presque un prétexte. Et c'est là que ça ouvre sur une réflexion plus large. C'est-à-dire, Les auteurs le suggèrent. Dans notre monde saturé d'infos, de choix, de transactions déshumanisées, le vrai luxe, aujourd'hui, ce n'est peut-être plus l'objet. mais alors c'est quoi? C'est peut-être l'expérience d'être parfaitement écouté, profondément compris et intelligemment guidé. Le luxe de l'attention. Le luxe de la considération. Exactement. Et ça laisse une question en suspens pour nous tous. Laquelle? Cet art de la relation humaine, si on l'appliquait bien au-delà des boutiques de luxe, qu'est-ce qui changerait si chaque interaction, pro, à la banque, chez le médecin, avec un service client, était menée avec ce même niveau de soin? Le luxe, finalement, ne serait-il pas avant tout une certaine qualité de rapport humain?